C'est l'heure de notre récréation hebdomadaire teintée d'actualités technologiques épinglée par nos chroniqueurs du jour, à savoir Sébastien et David cette semaine. Au programme de cette revue de presse, lors du CES, Intel annonçait l'arrivée d'une nouvelle gamme de GPU à l'occasion de son lancement. Ce 30 mars, on en apprend plus sur la série Arc A. Qu'est-ce que le FinOps et en quoi consiste ce processus pour les entreprises? Explication dans quelques instants. Les ondes radio pour alimenter des appareils. Énergie n'a jamais aussi bien porté son nom. La clé de cette innovation, un matériau aux propriétés presque inédites. Dans notre épisode 333 du 23 décembre dernier, on vous parlait d'un jeu Wordle, vous savez, le Motus, mais en anglais. Aujourd'hui, son propriétaire, le New York Times, fait la chasse aux clones de son jeu en ligne durant les 60 prochaines minutes. On vous parle de tout, de ça bien sûr, et de plein d'autres choses. Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno. Merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour David, bonjour Sébastien. Salut. Bonjour Marc, David, ravi de vous retrouver. Oui, pareil. Petite récréation, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a de l'actu, hein, il y a des choses, mais il y aura de toute façon du rab. Il va rester des trucs, et donc on vous proposera aussi un bonus. Tout dépend évidemment à quel moment vous écoutez cet épisode 345. Si ça se trouve, le bonus est déjà dispo. Quoi qu'il en soit, attendez et consommez d'abord l'épisode avant de vous jeter sur le petit bonus de 15 minutes. Si vous le voulez bien, si vous n'avez rien à ajouter dans l'immédiat, on ne traîne pas, on attaque directement parce qu'il y a du travail. Où est passé mon bouton? Ah, j'avais perdu mon bouton, le voilà. Avec la lettre A comme Amazon, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'indique, notre revue de presse s'articule autour d'un abécédaire, et forcément la lettre A, Amazon pour le coup. On parle d'Amazon Prime qui annule son abonnement et qui est devenu quelque part pour annuler qui n'annule pas son abonnement, qui annule quelque part la possibilité d'annuler son abonnement, si je puis me permettre, ou en tout cas, c'est plus compliqué d'annuler son... Enfin bref, tu vas nous expliquer, c'est très compliqué déjà pour moi d'expliquer les choses, je suis fatigué. Vas-y. Ce n'est pas une histoire qui est toute nouvelle, mais ce sont des documents internes à Amazon qui ont fuité très récemment et qui mettent au jour un projet qui s'appelle le projet Iliad, qui est un projet interne à Amazon pour empêcher les clients de Amazon Prime de s'en aller. Il faut savoir que le Amazon Prime, je pense que tout le monde connaît ce que c'est. Ouais. C'est l'abonnement qui permet d'avoir non seulement des livraisons gratuites et rapides, mais également avoir accès aux vidéos. Oui. Amazon Prime Vidéo, Amazon Musique, Amazon Drive, Photo, un livre Kindle gratuit par mois, etc. Une formule qui... en fin de compte, pour les gens qui utilisent ces services-là et qui commandent pas mal de choses, est intéressante. Mais par contre, le nombre d'étapes nécessaires pour pouvoir se désabonner est fait assez peur. Ouais. Et ce n'est pas un hasard, ce que je pense personne ne se leurrait. Oui, mais ça a été exposé de manière claire dans ces documents qui ont fuité. Et d'ailleurs, depuis 2017, quand ils ont commencé à mettre en place ces techniques qui consistent à avoir des mises en garde. Si vous vous désabonnez, vous allez perdre vos avantages. Ensuite, proposer, mais si vous restez, vous allez avoir ceci. Donc, c'est d'un côté du négatif, du positif, jouer sur tous les plans et rendre la procédure tellement compliquée en espérant que avant la fin de la procédure, le client en est marre et se dit ça, je vais garder leur truc. Ouais. Et donc les désinscriptions ont été en baisse de 14%. Donc leur système a fonctionné. Maintenant, il y a eu des plaintes qui ont été posées,
des plaintes qui ont été déposées, non seulement aux États-Unis devant le Federal Trade Commission, je pense, également en Norvège pour des pratiques qui ne sont pas très correctes. Moi, ce que je peux dire, c'est que moi personnellement, j'ai été victime de cette technique, parce que bon, comme vous le savez, moi j'habite en Thaïlande. Il y a 3 ans, lors d'un voyage en Belgique, je voulais commander des produits sur Amazon et j'ai été matraqué de publicité. Vous avez 30 jours gratuits d'Amazon Prime. Bon, c'était quasiment forcé. J'ai dit ok, bon, c'est 5 euros de frais de port que je ne paye pas. Je vais probablement commander 2-3 trucs quand je suis là, ok. J'avais cru faire la désinscription comme il fallait, mais apparemment la désinscription, il fallait faire une étape supplémentaire que je n'avais pas lu dans les fine lines, ce qui fait que j'ai été facturé les 50 euros pour l'année supplémentaire. Et après l'année supplémentaire où j'ai voulu, parce que bon, étant en Thaïlande, t'as moins l'intérêt, je me suis dit j'ai plus trop l'intérêt de garder l'abonnement complet. Et ça a échoué. Et je pensais que ça avait réussi, ça a échoué. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 3 ans après, j'ai toujours un abonnement Amazon Prime actif, alors que je n'ai pas mis les pieds en Europe depuis 1 an et demi. Oui, enfin, c'est une expérience parmi d'autres, et on l'entend. Effectivement, bon, c'est vrai que la démarche, mais c'est le cas de n'importe quelle plateforme. Bon, ici, il s'agit d'Amazon, mais n'importe quelle plateforme va te proposer un prix plancher pour un compte premium, sachant que lors de tes premiers achats, bah, ça va être, on le sait, ça va être vite amorti, et puis on l'oublie un peu, on laisse un peu. Je m'adresse à Sébastien, on laisse un peu filer, comme on dit, et puis on se rend compte que tiens, j'ai encore eu un retrait de 50 euros, de 60 euros. Bon, voilà. Est-ce qu'on est mal encadré? Est-ce qu'il faudrait mieux légiférer autour de ces pratiques? Sébastien, je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Sur Amazon, j'ai rien à dire. Je me suis battu 3 mois avec un fournisseur internet bien connu en France pour me désengager de ce fournisseur internet. C'était très compliqué également. Donc, il ressemble à une pratique bien répandue. Dans l'industrie, peut-être à mieux encadrer, mieux légiférer, mieux documenter, mieux informer les clients de leurs droits et de leurs devoirs. Je te coupe de compte, Sébastien, David. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas une pratique. Le fait de freiner des cas de fer pour engager le désabonnement, ça existait déjà avant avec les abonnements à des journaux papier qu'on recevait dans sa boîte aux lettres. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais ah oui, tout à fait, oui. Il fallait des abonnements de livres. Oui. Ou sans le savoir, tu avais signé pour recevoir une encyclopédie et que tu recevais le genre de trucs qui peuvent vraiment être casse-pieds. Pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, tu reçois des trucs que tu ne diras jamais ou qui vont s'empiler ou qui vont directement partir à la boîte. Oui, tout à fait. Tout ça pour dire que c'est... Voilà. Oui. Au jour, je veux dire, à l'époque où maintenant tout est informatisé et qu'on a l'habitude d'avoir des choses qui sont rapides, je trouve ça un petit peu quand même malsain de poser des questions. On pose la question positive, on doit répondre non, et puis on tourne la question de l'autre côté, où en fait on doit répondre oui. Donc si on n'est pas vigilant, on répond mal à la question en pensant avoir bien répondu. Donc c'est voilà. Et puis une fois que tu arrives tout au bout, tu as un captcha avec cliquer sur les cases qui ont des feux rouges. Et il n'y a que des feux verts. Non, il n'y a que des bus. Il n'y a que des bus ou des vélos. Donc voilà. Ok, bon ben voilà, l'expérience Amazon ou autre, n'hésitez pas à la partager avec nous via les commentaires si vous en avez vu, vous aussi. Apprendre ce mot nouveau à la lettre F, FinOps, Sébastien, un nouveau métier dans l'IT. En quoi ça consiste? À quoi ça sert? Et pour qui c'est fait?
Déjà, il y a plein de métiers dans l'IT. Oui. J'en parlais avec un docteur cet après-midi. Je dis que je travaille dans l'IT. Ah, ben alors vous connaissez peut-être la solution de mon problème avec Firefox. Et, non, désolé. Vous savez, oui. Les gens ont du mal à comprendre qu'il y a 15 000 métiers différents dans l'IT. Eh bien, il y en a un nouveau qui s'appelle FinOps et qui est spécifique au monde du cloud. De plus en plus d'entreprises migrent tout ou partie de leur informatique vers le cloud et se rendent compte que le cloud a un coût qui est beaucoup plus visible que l'informatique traditionnelle dans des data centers, parce qu'une fois que l'investissement a été fait dans un data center, ben, il y a toute une série de coûts qui sont cachés, mutualisés, les salaires, les bâtiments, l'électricité, etc. Tandis que dans le cloud, le moindre petit gigabyte de stockage à gauche ou à droite, il est facturé, il y a une ligne sur la facture, il devient visible. Et plusieurs clients se rendent compte que quand on gère leur informatique traditionnelle dans le cloud, c'est-à-dire quand on copie-colle, quand on transporte exactement la même infrastructure que celle qu'on avait on-prem dans le cloud, ben, ça coûte plus cher. Et donc, le cloud ne répond pas à cette promesse d'être moins cher. Pourquoi? Parce que dans le cloud, on paye à l'utilisation. Si quelque chose n'est pas utilisé, il faut l'arrêter. Sinon, on est quand même facturé. Dans son data center, on a une machine virtuelle qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7. On voit pas trop la différence si on l'arrête ou pas. Dans le cloud, on voit la différence si on l'arrête ou pas. Ouais. Et donc, je dis toujours à mes clients, éteignez la lumière derrière vous. Comme ma grand-mère me disait, s'il y a des serveurs que vous n'utilisez pas, éteignez-les. Et donc, FinOps, c'est un nouveau métier ça vient de la contraction de Financial Operation. C'est de lier les techniques d'opération du cloud à l'aspect financier, et ça permet de diminuer le coût des entreprises qui déploient leur infrastructure dans le cloud, et ZDNet a sorti un article assez intéressant cette semaine sur ce sujet-là. Et il se trouve que dans mon métier, j'ai déjà fait des interviews sur des gens dont c'est le rôle, des grandes entreprises. Je peux la citer puisque elle a déjà été citée dans d'autres médias. Veolia, par exemple, grande entreprise en France dans le domaine du traitement de l'eau, traitement des déchets, a une personne dédiée, un monsieur FinOps, dont le but c'est de diminuer la facture de leur exposition cloud. Et il fait ça par plein de moyens. Un des moyens, c'est de rendre visible auprès des équipes quel est leur coût dans le cloud, c'est-à-dire chaque équipe de développement, de test, etc. Pour chaque application, c'est combien ils coûtent, et ils ont un dashboard, et toutes les semaines ou tous les mois, ils voient l'évolution. Tiens, ça coûte un peu plus cher, un peu moins cher, ce qui permet aux équipes de faire des choix. Il ne s'agit pas de les restreindre, mais il s'agit de les éclairer sur les choix qu'ils font. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une aussi grosse virtual machine? Est-ce qu'on peut pas en prendre une plus petite? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques? Est-ce qu'on peut automatiser un peu, avoir des scripts qui éteignent toute la nuit, qui redémarrent le matin pour des environnements de dev et de test, de manière à pas payer 24 sur 24. Et donc, c'est un nouveau métier rajouté à la longue liste des métiers IT après sysadmin, sysops, DevOps, FinOps, que vous pourrez peut-être bientôt mettre dans votre CV. Quel profil peut répondre à ce titre Très bonne question. Il y a un aspect technique, clairement. Il faut connaître la technologie sous-jacente, il faut comprendre ce que c'est qu'une virtual machine, le stockage, les unités, les métriques qui sont utilisées. Donc il y a un volet technique, mais il y a un volet pur management, financial management as well. Oui, c'est ça, un peu commercial aussi. Ça peut être commercial, quelqu'un qui est à l'aise avec les chiffres, qui est à l'aise avec cette idée d'économie et de trouver les moyens de faire des économies. Et il y a un aspect communication aussi, parce qu'un gros volet du FinOps, c'est de pouvoir communiquer. De nouveau, le but du FinOps, c'est pas d'être le méchant qui vient dire vous coûtez trop cher, réduisez vos coûts, etc. C'est d'encadrer, de visibiliser et de communiquer. Et j'ai oublié de dire, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation FinOps, qui organise notamment des meet-up, des réunions, échanger des best practices. Ils ont mis en place un programme de certification aussi, donc on peut avoir une certification comme on a une certification réseau Cisco ou développeur Java. Il y a une fondation FinOps également. On peut apprendre le FinOps, il y a des bouquins sur le sujet maintenant, et on peut passer des examens pour montrer ses compétences FinOps. Bon, évidemment, sans doute, ça concerne quand même, pour arriver à financer déjà Oui, c'est ça, pour déjà financer un emploi, un équivalent temps plein, enfin, c'est peut-être pas un équivalent temps plein, c'est peut-être même un mi-temps, dans certaines structures, peut-être pas nécessairement. Pour le monsieur de Veolia, c'est un temps plein, il fait ça sur plusieurs clouds, parce qu'ils utilisent plusieurs clouds. Pour des plus petites entreprises, ça peut être un consultant, peut-être. Un consultant externe, d'ailleurs. J'en ai pas encore vu en Europe, mais j'en ai vu aux États-Unis des sociétés spécialisées dans la réduction des factures cloud. C'est la seule consultance qu'ils font. Ils viennent pas développer des applications ou vous expliquer comment organiser votre société, mais ils viennent en disant moi je vais faire diminuer votre facture cloud de 10%.
Ils font un audit, ils proposent des actions. Et je parlais avec cette personne-là il y a quelques temps. Je disais, mais tu te fais payer comment? Tu te fais payer sur le pourcentage de réduction? Tu prends 10% de ce que tu fais. Il dit, j'aimerais bien, mais c'est très difficile à mesurer parce que souvent, ce sont des actions qui s'étalent dans le temps. Et en donc, plus, c'est difficile. Et puis, souvent, l'augmentation de la consommation fait que on voit pas nécessairement la diminution. En fait, ça grandit moins vite que ce que ça aurait grandi. On a plus de services, mais moins pour autant d'argent. Enfin, voilà, exactement. C'est gagnant. Exactement. Ok. Écoute, est-ce que David se reconnaît dans ce profil? Est-ce qu'il fera FinOps dans une prochaine vie professionnelle? J'ai pas l'impression que c'est ton truc, ou peut-être. Oh, l'aspect financier n'est pas trop mon truc, mais par contre, c'est vrai que moi, au tout début de ma carrière, j'ai travaillé dans une boîte où les personnes qui faisaient les décisions financières n'étaient pas vraiment très calés en informatique, et donc eux, ok, on achète une machine, on achète un ordinateur, qu'on achète n'importe quoi comme machine, du moment que ça a une facture et que ça a un nom d'ordinateur, pour eux c'était la même chose. Aujourd'hui, à l'époque du cloud, ça n'est plus du tout la même chose, et en effet, il faut savoir dans quoi on met les pattes, parce que en cloud, on peut avoir des très mauvaises surprises si on ne fait pas attention. Maintenant, je pense que c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, parce que toutes les grandes sociétés, ou même les plus petites sociétés qui font appel à des services cloud, en général font appel à des consultants qui s'y connaissent et qui étaient en quelque sorte FinOps avant que le terme n'existe. Oui, c'est ça. Donc voilà. Tu as raison de le dire. On donne des fois un nom à une profession qu'on ne nommait pas auparavant, mais ici, ça se justifie de quelque part coller une étiquette, parce que c'est des gens qu'on commence à rencontrer un peu partout, et c'est un profil qui va sans doute être recherché dans les années à venir. Et c'est rentable pour les sociétés, parce que c'est un profil qui fait gagner de l'argent, contrairement aux autres qui font dépenser de l'argent. Tu peux coller une étiquette sur n'importe quoi, si ça fait pas gagner de l'argent aux sociétés, ça marchera pas. C'est certain. Si vous voulez bien, on passe à la suite. À la lettre I, nous avons Intel, les amis, et David va nous parler de nouveau GPU Arc mobile de chez Intel. Je le disais en introduction, c'était une des annonces du CES en janvier, et là on en sait manifestement un petit peu plus, et tu vas nous en dire un petit peu plus, David. Oui, Intel avait donc promis une nouvelle série de GPU qu'ils appellent Arc. Donc ils avaient parlé de ça au CES. Il y a des tests qui ont leaké. On parlait de cartes graphiques dédiées qui allaient peut-être un peu rendre la vie plus facile aux gamers qui ont toujours difficile aujourd'hui, 2 ans après la pénurie de matériel, à avoir une carte graphique digne de ce nom. Et également des GPU graphiques intégrés mobiles, basse consommation et haute performance, dignes de ce nom. Il faut savoir que dans le passé, encore plus ou moins maintenant, quand on parle d'un laptop qui a un chipset graphique intégré, on ne doit pas espérer pouvoir faire tourner des jeux ou des applications de montage vidéo performantes dessus. Bien que la donne a été un petit peu changée avec les processeurs 11e et 12e génération d'Intel, qui avaient des GPU intégrés qui commençaient à tenir un petit peu la route. Et bien là, avec le Arc série A, qui est annoncé pour le 30 mars. Donc, le 30 mars, Intel organise un événement pour sortir officiellement ce produit. Le premier produit qui va être intégré, qui est en cours d'intégration par les partenaires d'Intel, c'est le Arc A370M. Apparemment, aurait le double des performances des GPU intégrés Intel dernière génération, donc le Intel Iris Xe avec 96 cœurs. Quoique certains tests leakés indiquent que les performances sont assez proches pour le 370M, mais ils sortent le 380 également, qui lui sera plus performant. Apparemment, c'est positif parce que ça va
pas augmenter le prix des laptops, c'est basse consommation et on peut espérer avoir des performances qui soient raisonnables, d'autant plus qu'ici, d'office, ça sera livré avec 4 Go de mémoire vidéo, ce qui est peu comparé aux cartes graphiques dédiées, mais entre un chipset graphite qui est intégré et qui coûte peut-être 100 ou 200 euros, si ça économise d'avoir un chipset graphique qui en coûte 1500 et qui permet de faire tourner la machine, c'est intéressant. Donc voilà, attendons le 30 mars voir ça. Je trouve que c'est très positif et je regarde ça avec grand intérêt. Il faudra voir, effectivement, bon, il y a l'aspect, le prix, évidemment, dont tu parlais. Effectivement, quand on cumule le prix même d'une ancienne carte, hein, même une GTX et des choses comme ça, du côté chez Nvidia, forcément, là, il y a certainement une économie d'échelle à avoir. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien sur c'est prometteur, a priori. Oui, j'ai pas beaucoup d'avis d'habitude sur le hardware, sur les CPU ou les GPU, je suis désolé. Non, je faisais juste le lien avec l'annonce d'Apple dont vous avez parlé la semaine passée, qui sort, je sais plus combien, c'est un nombre indécent de cœurs, 48 cœurs GPU dans un chipset. Ça, tu n'en as pas parlé, David, quand tu disais que les chipsets avec GPU intégrés ont peu de succès pour les gamers ou les monteurs vidéo. Bon, la donne a quand même un petit peu changé avec les processeurs à architecture ARM développés par Apple. Il faut le reconnaître aussi. Le M1, sur le M1 et le M1 Pro et Max. Etc. Pour le montage vidéo, pas pour le gaming. Tu ne peux pas jouer sur un Apple. On est tout à fait d'accord, mais c'est pas fait pour. C'est un outil de travail. Parce qu'il y a pas de jeu, pas parce que le matériel ne le supporte pas. Parce qu'il n'y a pas d'éditeur ou très peu. Mais oui, c'est ça. Oui. Il y a quand même un truc qui est très intéressant pour ces chipsets mobiles, que ce soit le M1, que ce soit les chipsets intégrés ou le Arc que Intel va sortir, c'est la consommation d'énergie. Parce qu'il faut savoir qu'on trouve des laptops de gamers avec des Nvidia RTX 3060, 3070, 3070, 3080 dedans. Mais la durée sur batterie d'un laptop qui est en utilisation à 100% GPU est ramené à moins de 1 heure. Donc, on a un laptop qui, soi-disant, est annoncé durée de 10 heures sur batterie pour du travail, etc. Mais si on essaye de jouer à un jeu vidéo qui utilise le GPU à 100%, on en a pour moins d'1 heure de batterie. Oui. Donc, il faut être alimenté. Donc, ça fait une grosse différence parce que avec ces GPU basse consommation, ils sont peut-être moins performants pour le jeu. On va peut-être pas jouer en 4K, mais par contre, on a une chance de pouvoir l'utiliser pendant 5 ou 6 heures, alors qu'avec un GPU dédié, peut-être plus performant, mais en batterie, il n'y a pas de comparaison. Clairement. Ben voilà. Merci pour cette précision. J'ai bien fait de reposer la question. C'est vrai. Si vous avez une remarque à formuler de votre côté qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous le faire savoir, évidemment, hein, et enfin, à le faire savoir à l'ensemble des auditeurs des technos via, par exemple, les commentaires sur YouTube, puisque ce podcast est filmé, ou alors sur notre site lestechno.be. C'est également sur lestechno.be que vous retrouverez toutes les références, évidemment, puisque c'est une revue de presse, il y a forcément presse, et donc il y a des liens vers des articles. C'est là aussi que vous retrouverez les liens vers les différents articles, ou alors en description de chaque épisode de podcast, évidemment. Je vais donner la parole à Sébastien, parce qu'on a encore une lettre I comme Intel, qu'on n'a pas fini avec Intel aujourd'hui. Intel qui investit en Europe, Sébastien. Oui, c'est un article du New York Times qui dévoile les intentions d'Intel d'investir dans des usines de fabrication de semi-conducteurs en Europe. Et la première, ils ont choisi l'Allemagne, où ils vont investir 19 milliards de dollars pour construire 2 usines dans une ville au nom imprononçable, en tout cas pour moi, Magdebourg, pardonnez mon allemand. Forcément, tout ça se met dans un contexte géopolitique post-pandémie, où on s'est rendu compte de la dépendance des produits, enfin en tout cas des chaînes
de construction asiatique, et la volonté pour Intel de recentrer sa production en doublant le nombre de semi-conducteurs créés aux États-Unis, en passant de 12 à 24% à peu près de la production mondiale, et doublant en Europe, passer de 9 à environ 20% de production dans les prochaines années en Europe. Il bénéficie aussi d'aides gouvernementales et d'aides européennes, puisque l'Europe a annoncé un plan de, je sais plus combien, 34 milliards pour aider les industriels à recentraliser de la production de semi-conducteurs en Europe. Les États-Unis font la même chose, un peu plus, avec 50 et quelques milliards d'aides publiques pour aider. Donc c'est beaucoup d'argent. Il en va aussi de notre, de notre indépendance, de notre souveraineté. Alors je sais qu'Intel c'est une boîte américaine. Oui, mais justement, est-ce que finalement ces investissements que font les Américains sur le sol européen, c'est justement pour éviter aussi que l'Europe ne se mette à fabriquer des semi-conducteurs et des processeurs en se disant « Ouh là là, ils ont compris qu'il fallait un peu refaire de l'économie locale. Allons-y, parce que sinon, ils vont nous doubler par la bande. » Non ? C'est pas impossible tu sais, moi j'ai une tendance à voir les choses un peu en rose et en bisounours, je pense pas nécessairement à mal. Je me dis que s'ils produisent aux États-Unis, ça sera plus facile pour alimenter le marché américain. S'ils produisent ici, ça sera plus facile pour alimenter le marché européen. Oui. C'est pas un hasard qu'ils s'installent en Allemagne. D'ailleurs, ils ont annoncé d'autres choses aussi en Italie, en France et dans d'autres pays. Mais en Allemagne, il y a beaucoup de fabricants automobiles qui sont des très gros consommateurs de chipsets également. Pas uniquement pour les portables et les ordinateurs. C'est des jobs aussi pour l'Europe. C'est 3000 jobs en Allemagne. On parle de 1500 jobs chez Intel en Italie, de 1000 jobs dans un centre de recherche et développement en France. Donc tout ça, c'est plutôt positif. Oui, bien sûr. Sur le point de vue de l'emploi, il n'y a pas de critique à formuler par rapport à ça. L'autre Sébastien de l'équipe, nous avait dit il y a facile un an, je pense, j'ai oublié la date exacte, que des choses allaient changer chez Intel avec le changement de CEO. Et effectivement, on voit qu'il y a on a des litres I comme Intel régulièrement dans nos épisodes ces derniers mois. Donc c'est bien la preuve que ça bouge de ce côté-là, et tant mieux finalement. Certains les avaient peut-être enterrés un petit peu vite, il faut le reconnaître. Tiens, la lettre M comme Microsoft, David, ça c'est un truc qui a énervé plein de gens. Ça c'est un truc, mais ça c'est vraiment... là on se dit, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête ? Il y a eu de la publicité dans l'explorateur de fichiers dans Windows 11, l'espace d'un instant, mais ça a suffi à ce que les utilisateurs se lèvent comme un seul homme. C'était un accident. Oui, bien sûr. On n'a pas fait exprès. C'était un accident. Donc, oui, en effet, des publicités dans l'explorateur de fichiers de Windows 11 ont été révélées par accident, donc sur les programmes Beta, Insider et tout ça. Ce n'était pas censé divulguer au grand public, et Intel prétend maintenant que ce n'était pas dans leur intention Microsoft, tu veux dire. Microsoft. J'ai dit Intel. Microsoft, désolé. C'est parce que j'avais un petit commentaire sur Intel qui m'était resté dans la tête. Et... Pas grave. Enfin bon, bref. Je le mettrai en commentaire écrit. Donc Microsoft donc prétend avoir accidentellement informé les utilisateurs de leur intention de... Enfin, que c'était un accident, c'était pas une volonté, c'était un test. Bien sûr, il y a un type qui s'est cassé la tête à coder le truc, etc. Mais c'était pour pas s'en servir. Jamais. Voilà. Mais par contre, le démenti d'Intel n'est pas clair sur. Il y a aucune garantie que ça ne va pas. Donc, le démenti d'Intel, certainement pas. Mais par contre, le démenti de Microsoft, il est reparti sur une... Désolé. Oui. C'est des choses qui arrivent. Donc, le démenti de Microsoft.
Le démenti de Microsoft n'indique aucunement que la fonctionnalité ne reviendra pas. La seule chose qu'ils ont avoué, c'est que oui, en effet, il y a cette fonctionnalité qui a fuité. C'était quelque chose qu'on avait en test, qui n'était pas censé être là. C'était là par erreur. Voilà, c'est tout. Mais d'ici peu, à mon avis, je le vois venir, parce que c'est ce que je vois déjà sur mon smartphone, sur les applications du fabricant. Il y a de la publicité qui se met partout. Il n'y a aucune raison que certains le fassent et que Microsoft ne le fasse pas non plus. Mais ou Intel pour rajouter une couche. Non, mais enfin, ce que je trouve un peu cavalier, c'est qu'on paye cette application, enfin, ce système d'exploitation. Est-ce qu'ils vont financer leur système d'exploitation par la publicité en disant ben voilà, on l'offre gratuitement et on se gave sur la publicité, auquel cas oui, ok, c'est un modèle économique qui vaut ce qu'il vaut, et si on a toujours la possibilité de l'acheter pour ne pas avoir de publicité, moi ça me va. C'est à titre personnel. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais c'est quand même très cavalier, quoi. Sinon, enfin c'est... Ouais, je vais pas commenter le modèle économique ou l'idée, ça me fait juste penser technologie, désolé, oui. Et programmation. En programmation, il y a un truc qui s'appelle les feature flags, c'est-à-dire qu'on écrit le code, on l'inclut dans le produit, on déploie déjà, mais on cache la fonctionnalité, oui. Et on l'active avec un flag, soit de côté serveur, soit de côté client, à un moment donné, et pouf, tout d'un coup, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont visibles. Parfois, on les active d'abord pour un certain nombre de testeurs. Oui, c'est ça, sur un groupe. Ouais. Et c'est pour ça que certains disent, ah tiens, moi je vois ça, tiens, mais non, moi je vois pas pourquoi, etc. Et c'est probablement quelque chose qui s'est passé autour d'un feature flag qui s'est déclenché, qui n'aurait pas dû se déclencher. Mais ça prouve que l'idée fait son chemin côté Microsoft, puisqu'ils l'ont codé effectivement. On peut pas faire ça par hasard, pas par erreur. Le dévoiler peut-être, le coder certainement pas. Donc c'est intéressant de voir ce qu'ils vont amener à ce niveau-là. Oui. Enfin, moi, je considère que ça, enfin, même si tu veux pas t'exprimer sur l'aspect commercial de la chose, ça reste cavalier. Ouais, c'est parce que je n'utilise pas les produits Microsoft, enfin, oui, c'est ça, voilà. Voilà, ça me touche pas. On est bien d'accord. Mais si tu l'avais par exemple, j'aurais mauvaise. Voilà, c'est bien ce que je voulais. Je t'ai pas forcé. C'est ça que tu voulais entendre. Non, bah, mauvaise, évidemment. Voilà. On devrait essayer sous Linux, juste pour voir la réaction des Linuxiens desktop. Il faudrait demander à Sébastien. Mais je me demande je me demande qui va acheter de l'espace publicitaire pour être affiché comme ça sous Linux. Ça, c'est un autre problème. Il faut encore avoir des annonceurs. C'est pas le tout d'ouvrir des cases. Je sais pas si... oui, on a fait le tour de cette question, David, ou alors tu voulais rajouter quelque chose sur Microsoft? Pas sur Microsoft, non. Passons à la suite, alors. On est à la lettre N, comme Netflix, vers la fin du partage de comptes, forcément, pour Netflix gagner plus, c'est vrai que se partager son compte Netflix avec des membres de la famille, ou justement des non-membres de la famille, c'est des choses qui se fait manifestement, et ça plaît pas à Netflix, David. C'est un petit peu plus vicieux que ça. C'est qu'en fait, ça revient un peu à la première nouvelle, à la nouvelle d'Amazon. Netflix n'a pas envie de perdre ses consommateurs, et Netflix a envie de continuer à gagner des consommateurs. Mais seulement, il y a une stagnation depuis un certain temps. D'ailleurs, ils ont augmenté leurs tarifs assez récemment un peu partout dans le monde. Je ne sais pas en Europe, mais en tout cas ici, oui, aux États-Unis également. Mais Netflix proposait plusieurs abonnements, donc un abonnement basique, un abonnement standard, un abonnement premium. Pour avoir les vidéos en 4K, il fallait avoir le premium. En standard, on avait la haute définition. En basique, on n'avait pas de haute définition, c'était du 720p. Et on avait le droit à avoir la vision sur un écran, 2 écrans ou 4 écrans dans la famille. Alors, ce qui se passe, c'est que pas mal de gens achètent un compte premium, donc qui paye plus cher. Le compte premium, c'est le double du prix du compte basique. Et ils ont le droit à regarder le film sur 4 appareils en simultané. C'était probablement dans les fine print qui ont probablement changé en cours de route, mais en tout cas ce qui se passait, c'est qu'au sein d'une famille, même une famille qui est pas
localement au même endroit, moi j'ai un compte premium, j'ai droit à 4 écrans, j'ai pas 4 TV chez moi, donc mon père lui il n'a pas besoin de 4 TV non plus, donc j'ai mon compte premium et mon père utilise mon compte premium. À ma connaissance, depuis les 2 ans ou les 3 ans que j'ai le compte, c'était dans les règles. Mais apparemment, ils sont en train de mettre au point un système de détection des logins, et ils ne vont plus accepter que des personnes qui ont un compte pour 4 écrans utilisent ces 4 écrans-là à des endroits qui sont différents. Donc, ils vont vérifier les adresses IP, les géolocalisations et tout ça, et ils sont en train de développer vraiment cette limitation pour, en fin de compte, que ces personnes d'une même famille qui avaient l'habitude de partager un compte soient obligées d'acheter des comptes séparés. Et si on veut regarder en 4K, on ne peut pas acheter un abonnement standard pour regarder la 4K, on est obligé d'avoir le premium. Et comme maintenant toutes les DV sont 4K... Ouais. Mais moi, je pense, j'ai une bête pensée, mais pour les familles dont les enfants sont en garde partagée, comment est-ce qu'ils vont faire je vois le doigt de Sébastien se lever, parce que... C'est exactement mon cas. C'est quand même compliqué, parce que... c'est la question, oui. Moi, j'ose espérer que les enfants qui sont dans cette situation-là tirent parti des deux parties de la famille pour avoir des comptes des deux côtés, peut-être, je sais pas. Ou alors le compte Netflix chez papa, le compte machin chez... Ou est-ce que c'est adresse IP dans un pays ou dans une région ou un opérateur? Mais même, en effet, c'est... Un bon exemple avec nous. Et même... Est-ce que et surtout que Netflix, on peut le mettre sur son smartphone. Et donc, on peut voyager, on peut se connecter sur le Wi-Fi au travail. Aussi, bien sûr. Pendant midi, on peut aller chez sa belle famille, on peut aller chez un ami. J'ose espérer que, effectivement, dans les cas familiaux, ils vont pas être trop stricts. Et de nouveau, j'ai ma vision bisounours du monde, parce que je connais beaucoup d'usages, et ce sont des choses que j'ai vues personnellement. Hein, je rapporte pas des on-dit. Ça vient d'Amérique latine, où il y a des business, des gens qui font qui partagent leur compte premium avec 10, 15, 20 personnes, et qui maintiennent un doc partagé, un Google Doc partagé, pour savoir qui regarde quand, parce qu'il y a effectivement la limitation de 4 personnes à la fois qui peuvent regarder. Mais donc le lundi soir, c'est ma soirée Netflix, le mardi soir, c'est un tel autre, etc. Et la personne en question, je connais une personne qui fait ça, elle fait 15, 20 personnes. Et non seulement son abonnement est payé, mais en plus il fait du bénéfice dessus. Donc ça, c'est les cas où Netflix sont en train de se battre. Il me semble avoir lu dans un des articles sur ce sujet, qui vont commencer d'ailleurs par des pays d'Amérique latine, Pérou, Chili et Argentine, avant de peut-être généraliser ailleurs. Donc on ne parle pas d'une limitation, si j'ai bien compris, pour l'Europe et les États-Unis directement. Ils vont d'abord expérimenter dans les pays à fort piratage. Ils viennent d'appeler, ils voudraient avoir les coordonnées de ton pote. Oui, ils vont dans ces pays-là, ils vont proposer d'avoir des personnes supplémentaires sur le compte à prix. C'est ça, à prix au rabais, quelque chose comme ça. Mais bon, des gens qui recourent à ce genre de système, d'avoir un spreadsheet pour se partager de telle heure à telle heure, c'est moi, de telle heure à telle heure, c'est toi. C'est pas des gens qui auraient l'argent de se payer un compte complet. Oui, d'une part. Ceci étant dit, il y a quand même quelqu'un qui se prend du pognon au passage sur l'histoire, donc on peut comprendre de la part de Netflix que ce soit un peu dérangeant, d'autant plus que c'est une fonctionnalité fort pratique pour les familles, et que c'est dommage que, parce qu'il y a des excès par ailleurs de gens malveillants quelque part, que ceux qui en profitent tout en payant quand même un abonnement de plus en plus cher, que tu l'as mentionné, David, du coup soit pénalisé. Ça c'est quand même ça c'est un peu dommage quand même. Donc affaire à suivre. On verra comment c'est fait. Si c'est bien fait, on se fera une joie de dire qu'ils ont bien fait, et puis si c'est mal fait, on gueulera. Comme d'hab. Mais il n'y a pas de secret. Leur but, c'est d'avoir plus d'abonnés et de se faire plus d'argent. Donc, ça c'est la finalité. Mais alors, à ce moment-là, il faut arrêter avec les idées d'avoir des comptes familiaux et des trucs comme ça. Il faut être très clair et dire, on va faire des comptes à un prix peut-être plus intéressant, plus attractif. Et puis, mais bon, c'est une autre politique commerciale, ça c'est autre chose encore. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. On passe à la suite, du coup.
La lettre R comme radio, les ondes radio comme source d'énergie. C'est une idée. Il y a des chercheurs qui sont arrivés à capter les ondes radio pour alimenter des objets, paraît-il, Sébastien. Paraît-il, effectivement, il y a de l'énergie dans les ondes qui sont tout autour de nous, et c'est une idée assez ancienne d'essayer de capter cette énergie pour alimenter des appareils électriques. Alors évidemment, on ne parle pas d'alimenter les lampes de votre maison ou le radiateur, etc., parce que cette énergie est infinitésimale. Ou alors il faut être très très proche de l'antenne, avec un tube TL, avec un tube luminescent, on peut l'allumer sans le connecter. Ouais. On a des expériences. Et on va visiter le musée Telsa en Serbie, à Belgrade. On tient des néons dans l'air et le néon s'allume juste parce qu'il y a plein d'électricité dans l'air. Mais je reviens à mes moutons. On n'arrivait pas à le faire avant, on arrive à le faire maintenant en labo grâce à deux choses. D'abord, il y a de plus en plus d'ondes autour de nous. 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, you name it, LoRaWAN, voilà, ça n'arrête pas d'augmenter. Ouais. Et puis, ils ont réussi à développer un matériel pour fabriquer l'antenne elle-même, qui s'appelle un métamatériel. Alors, j'ai appris quelque chose en préparant cet article. C'est quoi un métamatériel? C'est un matériel qui n'existe pas dans la nature, qui a été créé de toutes pièces pour favoriser certaines propriétés. Et dans ce cas-ci, les propriétés de captation des ondes. Et donc avec ça, ils arrivent à capter quelques microwatts, ce qui est suffisant pour alimenter une toute petite batterie ou une LED ou des choses comme ça. Et si on arrive à productiviser cela, ça va pas révolutionner le monde de l'énergie, c'est pas la source d'énergie qui nous sauvera des problèmes environnementaux, non, mais ça simplifiera le déploiement de certains appareils dans des endroits reculés, dans des endroits inaccessibles, pas reculés, c'est le mauvais mot, et pardonnez-moi, parce que reculé, il n'y a pas d'onde, mais inaccessibles, des trucs difficiles à aller changer, difficiles d'accès, et qui consomment pas beaucoup. Pensez aux petits capteurs à gauche et à droite, pensez aux LED, pensez à de l'éclairage, des faibles sources d'éclairage à certains endroits. Moi, je vois surtout ça dans le domaine de l'IoT, les objets connectés, où ça pourra avoir une utilité. D'ailleurs, c'est Xavier qui a partagé cette nouvelle avec nous sur le Slack de la Techno, et je le remercie. Avec qui on avait déjà parlé de récupérer la chaleur, avec lequel on avait déjà parlé de la récupération de la chaleur pour créer de l'énergie, pour alimenter de petits objets. Voilà. Je t'ai coupé, je te rends la parole. Non, mais j'avais plus rien d'autre à dire. Voilà. Je trouve l'expérience intéressante, la démarche intellectuelle intéressante. Reste à le rendre pratique, je veux dire économiquement viable, le fait de produire ce matériel, de déployer le truc. Pour le moment, je crois qu'il faut un carré de 16 cm² pour allumer une petite LED. Donc c'est pas encore pratique. Si on parle de petits objets, on peut pas nécessairement les encombrer d'un grand capteur d'énergie pour les alimenter. Donc il faudra encore un peu de miniaturisation, un peu plus d'efficacité. Mais je suis certain que dans les années qui viennent, c'est quelque chose qui sera possible. Mais ça veut dire qu'on peut reproduire ça à l'envi. À quoi tu penses mais je sais pas, parce que oui, on parle de dixièmes de microwatts, on est bien d'accord, mais les ondes étant partout, donc on peut mettre, si on multiplie ce petit panneau, machin, etc., on peut arriver à peut-être à des milliwatts à un moment donné, ou pas. Est-ce que c'est infini, cette histoire? Je me dirais, l'investissement sera plus lourd que ce que ça va rapporter. C'est ça, et puis pour chaque onde qui se balade, il y a un émetteur quelque part qui lui-même est alimenté. Donc ici, on n'est pas du tout dans le contexte de dire je récupère de l'énergie et je fais de l'énergie renouvelable. C'est pas de l'énergie renouvelable, c'est de l'énergie polluante, sale. On a de l'électricité qui alimente des émetteurs d'ondes. Votre box Wi-Fi, un émetteur radio, des antennes sur le toit. Mais c'est dire que une partie de cette énergie qui est diffusée dans l'air, on peut peut-être la récupérer pour autre chose. Ok, il y a certaines de ces phrases qu'on peut réutiliser éventuellement si un jour vous parlez audience radio. Pour chaque onde, il y a un récepteur, par exemple. C'est une autre formulation. Ça veut dire, en gros, t'as les auditeurs que tu mérites. Je sais pas si David avait un truc à rajouter par rapport à cette c'est pas avec ça que tu vas miner des bitcoins, hein. On va être très clair là-dessus.
là-dessus. On est d'accord. Mais faire tourner des GPU. Si tu avais une idée de bon usage qu'on pourrait faire de ce machin-là, David. Oui, en fait, je pense que ça peut avoir du futur, à condition de développer à côté de ça toute une électronique ultra basse consommation, parce qu'on ne peut pas espérer capter beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait nouveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début des GSM, on vendait des petits autocollants à coller sur les GSM à l'arrière qui clignotaient. En fait, c'était une antenne et des diodes de rectification qui, avec l'onde radio, alimentaient la LED. On sait le faire avec quelques diodes à haute fréquence, et en fait les pattes des diodes jouent le rôle d'antenne, et on sait faire clignoter une LED à quelques centimètres d'un point d'accès Wi-Fi qui transmet à 200 milliwatts. Donc maintenant, une fois qu'on est à 1 mètre du point d'accès, on ne parle pas de... Parce qu'une LED, déjà à 1 milliwatt, elle s'éclaire déjà bien. Oui, donc, quand on est à 1 mètre, on est déjà en dessous du microwatt. Ça devient un peu compliqué. C'est vraiment très, 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 très peu comme énergie. Comme Sébastien disait, s'il faut un carré de 16 x 16 cm, c'est pas tout petit, et ce n'est pas infini comme tu disais, c'est qu'en fait, c'est une antenne, ça capte le signal. C'est comme si tu disais tu es en train d'écouter quelqu'un qui te parle, et puis tu as quelqu'un qui vient entre toi et la personne qui te parle. Bien sûr. Pour l'écouter, il fait obstacle. Donc il faut voir. Il y a eu pas mal de technologies qui ont été faites. Il y avait un système, j'avais vu, c'était un pote qu'on mettait sur le plafond qui devait faire du beaming par onde radio. Mais c'était pas la fréquence de l'ampoule, c'était le Li-Fi. C'est de ça dont tu parles, ou je me trompe? C'est-à-dire que tu pouvais, avec un récepteur, avoir du data, mais ça, là, c'était le clignotement, en gros, Oui, il y a eu plusieurs versions qui sont sorties, et des versions avec les ondes radio, des versions avec des lasers, des versions avec des infrarouges, et tous les résultats, c'est que c'était plus ou moins du vaporware pour l'instant, c'est-à-dire des projets qui étaient destinés à obtenir des fonds d'investisseurs, mais qui avaient très peu de base scientifique pour être rentables de manière économique. Mais maintenant, si on développe une électronique ultra basse consommation miniaturisée, il y a probablement quelque chose à faire là, parce que là encore, si on se rappelle les toutes premières calculatrices solaires qu'on avait quand on était gamin, c'était alimenté par un micro-panneau solaire qui avait un rendement qui était des plus médiocres. D'ailleurs, il y avait d'ailleurs une petite batterie dans ces calculatrices-là. Dans la calculette, il y avait toujours une petite batterie pour faire un peu tampon, parce que si on était en classe... Un condensateur. Si un nuage passait, on savait plus terminer son examen. Oui, il y avait un petit condensateur dedans, mais... c'est pour dire que ces calculatrices et ces technologies d'écran LCD étaient très très basse consommation. Et là, c'est peut-être une manière d'évoluer, de rendre ce genre d'application possible. Ok, bon ben voilà, merci pour ces précisions. Attention, on attaque un sujet comme Seb peut nous en dénicher. C'est un sujet, vous allez voir, ça va être cumulatif en plus, vous allez comprendre. Notre ami Sébastien adore les trucs qui datent un peu, et trucs un peu scientifiques, et en sécurité, et tout ça. Alors le truc date de 379 ans, donc je pense que c'est le truc le plus ancien dont il va nous parler. Donc c'est plus que vieux con, ça, en l'occurrence. C'est un théorème de 379 ans qui sert à casser les clés. Et comme Sébastien aime bien nous parler de cryptographie, d'ailleurs on a encore à votre disposition, si vous le voulez, une série de hors-série à ce sujet, très dictique, que je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc c'est de cela dont il est question pour conclure cet épisode de 345. A carré plus B carré est égal à A moins B fois A plus B.
Oui. Ça vous rappelle quelque chose? Les produits remarquables. Exactement. Merci David de me laisser parler de cela. On a une petite discussion avant l'enregistrement qui va parler de ce sujet-là. Donc je te remercie, n'hésite pas à intervenir d'ailleurs. Dans le hors-série, je vous expliquais la cryptographie, notamment la cryptographie asynchrone, c'est-à-dire quand la clé pour chiffrer n'est pas la même que la clé pour déchiffrer. Il y a une clé publique et une clé privée. Si je veux envoyer quelque chose de chiffré à Marc, il m'envoie sa clé publique ou il l'écrit sur le mur de sa maison ou elle est publique, on s'en fout. Je prends sa clé publique, je chiffre avec sa clé publique et je lui envoie un dossier chiffré et lui avec sa clé privée qui correspond à la clé publique qui a été générée en même temps mais qui est privée, elle est à lui, elle est secrète, lui et lui seul peut déchiffrer ce que j'ai envoyé. Jusque là, tout le monde me suit? Ça va. Alors, ces clés privées, ces clés publiques, on les génère à partir de nombres aléatoires et de nombres premiers. Donc pour trouver une clé publique, enfin pour calculer une clé publique et une clé privée, il faut choisir deux nombres premiers très grands avec des tas de chiffres, des très grands chiffres, et les multiplier l'un avec l'autre. Parce que on a imaginé P, imaginé Q, on fait P fois Q, et à partir de là, avec des tas de calculs que j'explique d'ailleurs dans le hors-série, on arrive à trouver la clé privée et la clé publique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la clé publique, il y a ce produit P fois Q. Donc si ton nombre premier c'est 3 et 5 par exemple, c'est pas le cas, hein, puisque les nombres, ce sont des nombres avec plein de chiffres en réalité, mais il y aurait 15 dans la clé publique. Et 15, on peut le diviser, enfin on peut le factoriser, pour prendre le mot correct, en 3 fois 5. Et en fait, c'est une propriété. Chaque nombre peut être factorisé en un produit de facteur premier. 15, c'est 5 fois 3. 18, c'est 3 fois 3 fois 2, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe pas de méthode mathématique pour factoriser un nombre dans le produit de ses facteurs premiers. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'algorithme fini dans le temps, avec un temps d'exécution fini, qui, étant donné un nombre, arrive à retrouver quels sont les deux nombres premiers qu'il faut multiplier pour arriver à faire ce nombre. Si on arrive à faire ça, comme le nombre PQ, le produit est dans la clé publique, les clés publiques, eh ben, on a cassé toute la cryptographie mondiale, puisqu'à partir de ça, on peut retrouver la clé privée, et RSA, qui est le nom de cet algorithme, s'écroule. Eh bien, il se trouve, c'était une longue introduction, il se trouve... Non, mais ça va, voilà. que le théorème de Fermat, un mathématicien français du XVIIe siècle, 1600 et quelques, c'est pour ça que tu as dit 379 ans, permet de factoriser certains nombres premiers, en particulier s'ils sont proches l'un de l'autre, donc s'ils sont relativement proches l'un de l'autre. Le théorème de Fermat, c'est celui qui dit qu'un nombre n est toujours égal à a carré plus b carré, donc à a moins b fois a plus b. Ou si on applique ça au nombre premier, a c'est la moyenne entre les deux nombres que je dois trouver, et b c'est la distance entre cette moyenne et le nombre que je dois trouver. Et donc dans certains cas, imaginez que je sois un peu paresseux, que je dise ok, pour mes nombres premiers, je vais en chercher un au hasard, et puis pour le deuxième, je vais simplement incrémenter mon nombre premier de 1 jusqu'à ce que je retrouve le suivant. Conclusion, j'ai pas deux nombres aléatoires, j'ai un nombre aléatoire et le suivant, ils sont relativement proches de l'un de l'autre. Et bien dans ces cas-là, le théorème de Fermat, avec des moyens de calcul modernes, en quelques minutes, est capable de factoriser un nombre premier, un nombre en ses facteurs premiers. Donc il est capable, à partir de la clé publique, de retrouver le fameux P et Q, les deux nombres premiers qui ont servi à la générer, et donc de dériver la clé privée. Où est-ce qu'on retrouve cette vulnérabilité? En général dans des anciens produits de sécurité, des produits un peu plus vieux, qui étaient moins regardants sur la qualité des nombres aléatoires utilisés pour générer les clés, et leurs chercheurs, alors je vais pas les lister parce que je les connais pas honnêtement, j'ai lu des noms de produits, j'avais jamais entendu parler. A priori une librairie de crypto moderne va utiliser des moyens plus forts pour comme source de nombres aléatoires et n'est pas attaquable, mais c'est pas impossible que il y ait des implémentations un peu plus légères, qui ne fassent pas trop attention à la qualité des nombres aléatoires et donc qui soient craquables extrêmement facilement grâce à ce théorème de Fermat qui date de 1600 et quelques, donc il y a 379 ans. J'espère que j'ai été clair sur cette explication. Comme quoi mon prof d'électronique de 3e avait raison, on n'invente plus rien. Je sais que David avait préparé aussi ce sujet. Est-ce que tu le retrouves dans l'explication de oui, tout à fait. Donc voilà. Oui, donc c'est...
Vas-y. C'est en effet une grosse problématique d'avoir dans la cryptographie d'avoir des nombres pseudo-aléatoires de qualité cryptographique, mais non seulement des nombres aléatoires de qualité cryptographique, mais dans le cas des clés RSA, de choisir deux nombres premiers qui sont suffisamment loin l'un de l'autre. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, suite à la découverte de ce souci, en fait, ce souci, je pense, c'est l'acquisition de la société Rambus. C'est Verimatrix qui a racheté Rambus, et ils avaient une société, une suite de sécurité avec des librairies de crypto dedans, qui avaient des clés RSA qui étaient des clés faibles. Donc des clés qui étaient basées sur deux nombres premiers proches l'un de l'autre. Et par exemple, VeraCrypt, qui est un software gratuit d'encryption, c'était anciennement TrueCrypt, maintenant c'est VeraCrypt. On rajoutait d'ailleurs une fonction de vérification qui permet de s'assurer que quand on génère une clé RSA, que les deux nombres premiers sont bien suffisamment éloignés. C'est déjà en standard dans beaucoup d'autres librairies, mais ce que aujourd'hui on a comme connaissance de sécurité, dans 10 ans, ça sera peut-être cassé. Et donc aujourd'hui, on se sent peut-être à l'abri. C'est pour ça que la sécurité n'est pas quelque chose de si anodin. C'est que on a du software dans les banques, institutions financières, etc. On a toujours du code qui tourne depuis 50 ans. Il y a toujours des programmeurs qu'on ramène qui font du COBOL parce que c'est des vieux systèmes qui tournent en COBOL ou en Fortran pour certains systèmes scientifiques. Donc ce n'est pas du tout anodin ce problème de sécurité. Maintenant, on passe de plus en plus à de la cryptographie en courbe elliptique, où là, il n'y a plus ce problème de deux nombres premiers qui doivent être factorisés. Et donc là, le souci ne se pose pas de cette manière-là pour les courbes elliptiques. Mais c'est une autre méthode, et donc forcément, pour le casser, il faudra d'autres méthodes aussi, on l'imagine. Voilà, on a fait le tour de cette question, et tu veux encore en rajouter, toi deux petites choses. J'en ai encore un peu sous le coup. Quand on dit proche l'un de l'autre, on parle quand même de différents jusqu'à 64 bits communs, 64 bits différents, donc ça fait quand même 4 milliards de valeurs entre les deux chiffres. Quand même. Oui, mais à l'heure actuelle, 4 milliards de valeurs, ça se teste extrêmement rapidement par des bien sûr. Et j'imagine que plus on aura des machines performantes, plus on pourra élargir ce exactement. Et puis d'où l'importance aussi de la source pour les nombres aléatoires, donc la source d'entropie, la source qui génère des nombres aléatoires. Et Cloudflare travaillait sur Cloudflare, c'est une société qui fait un Content Distribution Network, travaillait sur des sources originales, si je me souviens bien, avec des lampes, j'y reviendrai, je retrouverai l'article, mais on va parfois chercher des sources en dehors de systèmes informatiques, dans des systèmes physiques standards, pour aller chercher une source d'entropie pour initialiser des moteurs de nombres aléatoires. Il me semble qu'à une époque, j'avais lu ça quelque part, au niveau militaire par exemple, on se servait du champ magnétique terrestre et des variations de champ magnétique terrestre pour générer les chiffres aléatoires. Comme source d'entropie, c'est pas impossible. C'est ça, Ok, on a fait le tour de cette question, c'était le dernier sujet. Dernier sujet dans cet épisode 345, oui, mais ça veut pas dire qu'on n'a plus rien à dire. D'ailleurs, il y aura un bonus, ou il y a déjà peut-être un bonus, vous irez voir sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast habituelle. Le bonus, c'est un truc en plus qui dure 15 minutes, donc on va pas prendre beaucoup de votre temps, et nos amis ont certainement encore des choses à vous dire. Nos amis cette semaine, c'était d'un côté David, merci David, à très bientôt, et puis de l'autre Sébastien, merci également à Sébastien pour toutes ces news. N'hésitez pas, comme toujours, à partager nos contenus dans vos réseaux, à commenter si vous le désirez, et à mettre des likes, des pouces, des étoiles, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On se dit à très bientôt, passez une très très bonne semaine, prenez soin de vous et prenez soin des autres.